RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Ce moment chez RL Location, véhicule catégorie A à partir de 14 € par jour et véhicule catégorie C à partir de 50 € par jour. Guadeloupe, actualité. Rapidement en bref, que des écoles ferment encore à cause des coupures d'eau, comme c'était le cas d'ailleurs dans le sud Basse-Terre aujourd'hui. Mais on va parler de sport avant toute chose, puisque ce week-end, le Grand Prix cycliste du conseil départemental a tourné au règlement de compte entre coureurs et le président du comité régional. Les sportifs boycottent l'événement et ont refusé de prendre le départ samedi. Pour eux, il est impératif que les anciens arbitres fassent leur retour et que le président du CRC, Frédéric Théobald, quitte ses fonctions. Une demande balayée par l'intéressé, surpris du comportement des coureurs amateurs. Regardez. Aujourd'hui, nous nous adressons à la presse, puisque aujourd'hui, le cyclisme va mal en Guadeloupe. Donc, on a des points de revendication. Où tous les anciens arbitres dans l'organisation des courses. Des missions du président actuel qui ne cesse de faire des répressions et ne défendent aucunement les intérêts du cyclisme local. Les meilleures collaborations avec les arbitres pour un climat apaisé. L'inscription des courses au comité, c'est l'arnaque de ces dernières années. Entre 50 et 70 € pour les courses à étapes, pas aux coureurs. Exiger au comité qui doit soumettre à la FFC l'idée d'appliquer l'inscription à 8,50 €. Les clubs sont en souffrance. Cela provoque des dettes au comité. Que fait le comité avec les finances? Car nos coureurs, pour la plupart, qui voyagent pour représenter le territoire, n'ont aucune aide. Tarif est appliqué. Concernant les revendications qu'elles ont réclamées, très surpris, en décembre 2022, on a fait une réunion de sécurité avec les membres de la Fédé. On a convié l'ensemble des clubs pour participer. Il y avait 8 clubs présents, restant des grands entraînés. Le comité régional n'engage pas des coureurs cyclistes. C'est vos clubs qui vous engagent dans des courses. Si le Grand Prix RCI, vous trouvez que c'est trop dur, soyez capable de courir, parce qu'il n'y a pas moins qui ne fait pas au cours là. Les gars, la loi, concernant les étrangers, la loi vous dit que les coureurs, pour moins de 90 jours, ils n'ont pas besoin de visa. Ils viennent en tant que touristes. Donc, ils ne sont pas censés prendre licence au sein d'un club français de Guadeloupe. Concernant des missions au moins, savent quand élu, c'est vrai, ça ramène des monts longtemps en début de mes fonds d'autres biquins. Mais pour le moment là, en cas au bout, on peut démissionner. Concernant le Grand Prix du conseil départemental, on a une enveloppe de 60 000 € pour la course. Il y a quasiment 14 000 € de prix pour les 6 manches, plus le général. Sont pour s'associer. Qui paye les droits d'engagement? C'est le comité qui paye les droits régional, pas fédéral. Les courses régionales, tu payes les droits aussi, monsieur Carrel. Il nous faut des grilles des prix adaptées, minimales, à la Guadeloupe. C'est ce qu'on demande. Et pour ce faire, le comité doit rencontrer les directeurs sportifs, les coureurs, les organisations, pour trouver un consensus et que tout le monde sache que voilà, je veux organiser une course, le prix minimal de la grille des prix, c'est ça. C'est ça se battre pour son comité, c'est ça se battre pour la relève, c'est ça se battre pour le cyclisme. Coureur cycliste qui, a priori, devrait rencontrer la direction du comité régional de cyclisme ce soir. Un rendez-vous était prévu à 18 h. Reste à savoir effectivement si la réunion s'est bien tenue. En tout cas, on reviendra vers vous dès qu'on aura plus d'informations et on prévoit peut-être une édition spéciale avec Pascal Abattant demain soir à 19 h.
Et hier, les officiels célébraient le 8 mai, jour de victoire des forces alliées contre l'Allemagne nazie. Un hommage assez singulier au national, avec un président de la République, Emmanuel Macron, qui a défilé sur les Champs-Élysées sans public. Un moment beaucoup plus traditionnel et serein pour le maire de Gourbert, Claude Edmond, qui lui était aux côtés de sa population. Regardez. On garde cette constance, chaque 8 mai, commémorer l'armistice, la reddition des Allemands. Et l'important pour nous aussi d'assurer cette transmission avec, on a vu aujourd'hui, comme la dernière fois, une école participer. Et cette nouveauté nous permet d'assurer la transmission à nos enfants et pérenniser cette mémoire de nos ancêtres qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Et je pense que c'est le moindre des hommages qu'on peut rendre à ceux qui nous ont devancés et qui ont été les premiers défenseurs de la liberté et forcément de leur vie. Et quand on sait le nombre de morts, de blessés, de disparus, il est important pour nous de marquer chaque année ces moments, notamment aussi les Guadeloupéens qui ont laissé leur vie, qui ont rallié la France par les îles britanniques, Dominique, Sainte-Lucie, formés aux États-Unis et qui ont voulu défendre ce drapeau de la liberté et que nous défendons aujourd'hui par des formes différentes. Il faut savoir que nous sommes chaque année présents ici à Gourbert parce que la ville de Gourbert est jumelée avec la 4e compagnie du 33e régiment d'infanterie de marine. C'est un partenariat que nous avons réalisé avec cette commune de Gourbert qui est une commune qui possède des particularités au niveau des forces armées. En effet, au niveau de Rivière-Sens, nous avons le site de plageage des forces armées lorsqu'elles mènent des opérations amphibies, c'est-à-dire qu'elles arrivent par la mer avec les bâtiments de la Marine nationale et ensuite les équipements, les véhicules et les hommes sont mis à terre à partir de cette plage de Rivière-Sens. Du coup, cela présente énormément d'avantages pour les forces armées aux Antilles, les FAA, d'où ce jumelage avec la 4e compagnie du 33e RIMA et la ville de Gourbert. Ça permet aussi que ce ne soit pas une affaire d'élus, de conscience, mais aussi de toute la population concernée par cette commémoration et cette mémoire qui est la nôtre et qu'il faut défendre, pérenniser dans le temps. Moi, je m'en réjouis chaque fois de voir cette présence massive de la population venir écouter, apprendre et aussi, surtout aussi, ça sert de première réflexion à approfondir l'histoire sur cette période de 6 ans qui a marqué d'un fer rouge l'histoire de l'Europe, mais aussi du monde entier. Un reportage signé Gérard Loiseau. Et ce matin, une délégation haïtienne s'est rendue sur le site du CIVAD pour visiter ces infrastructures. L'objectif, identifier les solutions en matière de collecte, de gestion et de valorisation des déchets pour leur île et à terme convenir d'une collaboration avec la Guadeloupe. Le reste en images. Nous sommes ici sur le site du CIVAD. Nous faisons une visite de coopération avec Haïti qui sont en train de visiter notre site, d'apprendre. De prendre conscience véritablement des enjeux. C'est quoi l'enfouissement? Nous devons terminer notre enfouissement. En 2027, il ne doit plus y avoir d'enfouissement ici. Haïti, Guadeloupe, nous faisons partie de la Caraïbe et que quand on parle de déchets, ça concerne tout le monde parce que c'est important. Et ici, en arrivant ici, il y a une décharge. À l'intérieur de la décharge, il y a une déchetterie. Il y a beaucoup de choses. En Haïti aussi, nous avons un site de décharge qui a 215 hectares de terre. Ensuite, c'est beaucoup. Nous avons des ressources humaines, nous avons une balance électronique quand même. Et venir à Guadeloupe, ça nous interpelle. Moi, personnellement, j'ai voyagé beaucoup dans plusieurs pays pour mieux connaître l'écosystème haïtien. Mais à Guadeloupe, c'est intéressant quand même. Nous devons réhabiliter ce site qui a commencé, comme vous le voyez. Donc aujourd'hui, ils sont venus pour pouvoir visiter nos sites, démontrer que nous avons une capacité de faire,
qu'un site comme cela, il ne s'agit pas tout simplement de déverser des déchets, il s'agit aujourd'hui de maîtriser de façon à créer du biogaz qui puisse permettre aussi de créer de l'électricité. Et aussi parfaire à des projets que nous avons, tels que l'unité de CSR qui doit voir le jour ici et la ferme photovoltaïque que nous devons mettre en place. Donc à tous les Guadeloupéens, le site du CIVAD est en marche et en progression. Avec le temps, ou du moins c'est graduellement. En Haïti, c'est vrai, la situation sécuritaire est renversée, le danger est partout, mais quand même, les institutions étatiques sont là, il faut travailler, il faut donner le service à la population. Parce que normalement, au niveau du SNGRS, avec la loi du 21 septembre 2017, qui a pour une mission la collecte, le tri, la valorisation, ensuite et la transformation, c'est important de venir ici pour partager nos expériences, pour construire des perspectives ensemble. Un reportage de Michel Depape. Et on se rend maintenant au domaine de la Rose à Goyave pour le salon Noukika. Initié par l'association Carucréa, l'événement célèbre la culture afro-caribéenne et le génie de nos artisans. Les visiteurs ont ainsi pu apprécier les créations artistiques et culinaires d'une trentaine d'exposants. Regardez. La Guadeloupe a un potentiel créatif exceptionnel. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a des personnes, des artisans qui travaillent des produits locaux, comme le fruit à pain, comme le coco, comme le cacao, et qui le transforment. Donc, et nous, on voulait leur permettre de vendre leurs produits, de les promouvoir. Parce que nous, on ne les connaît pas, ces produits, et on consomme local. On consomme local parce que c'est meilleur pour la santé et que ça fait vivre l'économie, ça fait vivre le pays. Donc le salon, le but, c'était vraiment de promouvoir cette culture, cette richesse créative, entrepreneuriale que la Guadeloupe a. C'était important pour moi parce que j'aime bien soutenir tout ce qui est production locale. On consomme souvent local et on a bien vu qu'avec tous les événements qu'il y a eu, de problèmes d'approvisionnement et tout ça, que c'était important de consommer local. Donc c'est l'occasion de mettre en avant toutes les personnes qui consomment local et du coup qui produisent avec tout ce qu'on a sur place et c'est l'occasion de leur donner la force, quoi. On a aussi une partie alimentaire, une partie snack où on vend des sorbets et du coup les gaufres. Et en fait, ça permet de pouvoir tester les farines et de faire goûter aux clients à travers des dégustations, de pouvoir mettre en place des ateliers. Ça permet de faire goûter aux clients des produits, les farines. Parce que souvent, on ne sait pas comment les utiliser ou même le moringa. Donc tout ça sert en fait à ce que les personnes puissent goûter ce qu'ils achètent. On espère en tout cas continuer sur cette lancée, augmenter en tout cas le volume d'exposants. Parce qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas pu être présentes et qui ont des créations, qui ont des produits déjà faits. Ils créent déjà. Nous, on ne les connaît juste pas. Donc le but du salon, c'est vraiment de mettre en valeur ces producteurs. Et le second et les prochaines éditions, on espère avoir plus de monde pour pouvoir permettre aux consommateurs aussi de venir profiter de ces produits qu'ils ne peuvent pas trouver souvent ou qui sont souvent mal référencés. Retour maintenant sur la première édition du Salon des auteurs de la Caraïbe, organisé par la Ville des Abîmes d'ailleurs. L'objectif est simple, mettre en lumière nos auteurs et montrer le foisonnement d'idées qu'il y a ici. Regardez. C'est une première édition du Salon des auteurs de la ville, mais aussi de la Guadeloupe, parce que nous avons constaté qu'il y a énormément de gens qui écrivent depuis quelque temps. Il y a un foisonnement d'auteurs. Nous avons beaucoup de choses à dire et nous nous sommes demandé, après la tenue de nos différents cafés littéraires qui se tiennent une fois par mois, nous nous sommes demandé pourquoi ne pas mettre ensemble les auteurs et les lecteurs de façon à ce qu'ils puissent se rencontrer et échanger sur des thématiques diverses. Chaque année, la Ville des Abîmes commémore ses aînés, commémore ses ancêtres. Et nous avons choisi cette année de débuter ce programme de commémoration par le Salon des auteurs. Donc aujourd'hui, tous les auteurs de Guadeloupe ont été conviés. Certains ont pu répondre, d'autres pas. Mais nous avons vraiment tenté d'avoir tous les auteurs et avec toutes les thématiques confondues pour aujourd'hui. Il est bon d'entendre les autres et il est bon de comprendre ce que les autres aussi font. Ça permet, je crois, une forme d'unité, même si nous sommes différents, même si nous écrivons de manière différente. Mais sur ce territoire, il est bon de savoir qu'il y a d'autres personnes qui vont vers cette forme d'art qu'est la littérature, la poésie ou encore des textes dès lors que l'on écrit, parce que nous sommes un peuple d'oralité
Et mais ma mère disait la parole s'en va, l'écriture reste, et c'est ce que nous faisons actuellement. J'aurais tort, en étant auteur moi-même, de ne pas encourager cette production d'écrits et de ne pas mettre en place des situations qui permettent à nos auteurs de se rencontrer. Donc, je connais la problématique de l'écriture en Guadeloupe, mais aussi ailleurs, de la poésie, par exemple, qui est le parent pauvre de la littérature, de notre jeunesse qui a besoin d'écrire. Je connais toutes ces problématiques, c'est pour cette raison que je suis là et que j'accompagne nos auteurs. C'est l'écriture qui nous rassemble, c'est la pensée, c'est la voix qui porte aussi, et c'est aussi le partage, c'est une envie de pouvoir partager nos pensées, nos envies, nos désirs et puis notre façon de voir le monde aussi. On a chacun une vision différente de ce qu'on vit, de l'endroit où on vit, de notre place dans le monde. Et je pense que c'est important de pouvoir partager ça entre nous et aussi avec le public. Et maintenant, je reçois Laurence Roux, qui est audioprothésiste à Acoustica. Bonsoir. Bonsoir Harold. Madame Roux-Victor d'ailleurs. C'est ça. Et vous êtes effectivement donc Acoustica, qui est donc mécène de l'association Audition Solidarité, qui depuis 4 ans maintenant effectue des actions notamment à Saint-Domingue. Vous offrez carrément des prothèses auditives aux enfants. Comment s'est passé votre dernier séjour ? Eh bien, très bien. Donc, d'abord, Audition Solidarité, ça fait 15 ans qu'ils font ce genre de mission partout dans le monde, en France et dans d'autres pays. Mais effectivement, en République dominicaine, c'est depuis 4 ans qu'on a initié la mission. Donc ça s'est très bien passé, puisque depuis 4 ans, tous les ans, l'association revient pour pérenniser en fait cette mission qu'ils ont mis en place. Combien d'enfants ont pu bénéficier justement de ce dispositif depuis 2019 ? Alors là, vous me posez une colle. Ou sur la dernière opération. Voilà, sur la dernière opération, 192. Ah, quand même. Et chaque année, c'était à peu près le même nombre d'enfants appareillés, sachant qu'on a en plus revu les enfants qui étaient appareillés depuis les 4 ans. Puisque les appareils doivent évoluer. Donc vous faites des bilans aussi avec les enfants quand vous y retournez. C'est un petit peu aussi ça la démarche de retourner régulièrement ? Oui, tout à fait. C'est ça la démarche. Et puis c'est aussi une démarche de transmission, puisqu'en fait sur place, il y a une autre association qui s'appelle Oïr para Vivir, qui était une petite association il y a 4 ans et qui a grandi maintenant. Et en fait, on a formé des personnes sur place, audiométristes, Léandro là qui fait les embouts, donc toute une équipe qui maintenant est salariée. Il y a des salariés sur place qui continuent en fait cette mission, puisque c'est pas une seule fois par an qu'il faut changer les embouts, etc. Il faut que ça se fasse au quotidien. Donc on a pérennisé l'action et cette association Oïr para Vivir va continuer en fait tout ce qui a été mis en place depuis 4 ans. Un beau leg dans ce cas-là. Donc là, vous avez l'orthophonie. Donc, c'est vrai que l'appareillage, donc nous, on appareille les enfants. Mais il y a aussi tout le travail derrière, qui est l'éveil auditif, sachant qu'en fait, tous ces enfants sont des sourds profonds, sévères ou profonds. Donc, c'est des enfants qui n'auraient eu aucun accès au langage s'ils n'avaient pas été appareillés. Et donc, une fois qu'on les appareille, il y a cet éveil auditif qui est fait par les orthophonistes. Donc, vous voyez 2 orthophonistes aussi qui ont été formés par nos collègues de techniciennes. Et il y a aussi tout ce qui est... alors là, c'est un garçon qu'on a vu il y a 4 ans. Il y a sa photo derrière, d'ailleurs, qui a été appareillé il y a 4 ans et qui a bien évolué également grâce aux appareils. Donc ces enfants-là, ils sont dans des écoles où on fait que signer. Et grâce à l'appareillage auditif, ils ont accès au monde sonore, à l'oralisation, à la musique, à beaucoup de choses en fait. Ce qui est incroyable effectivement pour ces enfants qui sont atteints de surdité. Au niveau des appaillages, on sait que ça représente quand même un coût. On sait que les technologies évoluent. Est-ce qu'ils ont droit justement à des appareils très performants ? Eh bien, écoutez, oui, parce que justement, on a revu des enfants qu'on avait vus il y a 4 ans qui avaient 12 ans. Maintenant, ils en ont 16 et ils ont tous des téléphones. Donc, on leur a mis des applications Bluetooth. Et c'est vrai qu'on a des appareils. En particulier, il y a un fabricant, Bernafon, qui a offert plus de 60 appareils neufs de dernière génération. Donc, c'est vrai que ça nous a permis d'appareiller ces enfants-là avec les dernières technologies et pas des vieux appareils recycler. Alors, sachant qu'on fait quand même beaucoup de recyclage. C'est aussi l'idée d'Audition Solidarité, c'est de recycler les appareils. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier nos patients qui nous ont fait confiance et qui, chaque année, nous donnent en fait, nous donnent leurs appareils auditifs. D'accord, donc vous pouvez les récupérer, en fin de vie, les retaper.
Et en fait, avec 10 appareils HS, on arrive à en refaire un. Donc voilà, c'est aussi du recyclage, ça évite voilà, de jeter ces appareils. Et on peut aussi faire bénéficier aux enfants d'appareils recyclés qui sont en état de marche, pour des enfants plus jeunes qui n'ont pas forcément besoin du Bluetooth, par exemple. L'essentiel, de toute façon, c'est de pouvoir équiper un maximum d'enfants. Exactement, oui, tout à fait. Il y a encore une grosse demande du côté de Saint-Domingue? Alors, c'est le début. Donc, en fait, pour l'instant, on a travaillé sur 6 écoles d'enfants sourds. Mais il y a encore énormément, effectivement, d'enfants sourds. Et puis, il y a un autre travail qui va se faire derrière pour tout ce qui est développement de l'orthophonie, puisque c'est très important qu'après, une fois appareillés, ils puissent accéder au langage grâce à des séances de rééducation. Donc, vous allez continuer les formations? Alors, c'est sûr, oui, c'est vrai. Si, c'est sûr, mais ça va être un petit peu différent, justement, puisque maintenant, tout ce qui est appareillage auditif, c'est, voilà, les personnes sur place, elles sont formées, elles sont, voilà. Donc maintenant, il y a une autre mission qu'Audition Solidarité va mettre en place, qui va être, voilà, développer tout ce qui est orthophonie, en collaboration avec l'Éducation nationale, qui faute de moyens. Sur le langage, développer le langage. Exactement, parce que eux, faute de moyens, il faut savoir que là-bas, ils ont décidé de faire que de la LSF, en fait. C'est-à-dire que c'est des écoles d'enfants sourds, on ne faisait que signer. Ce qui est très bien, c'est un accès à la langue, bien sûr, mais si on peut leur donner aussi l'oralisation en parallèle, c'est une bonne chose. Donc là, on passe vraiment à une seconde étape qui va se faire, voilà. Excellent, en tout cas, félicitations effectivement pour le travail que vous réalisez aux côtés de ces jeunes enfants, notamment en République dominicaine, qui peuvent donc, grâce à Acoustica, bénéficier d'appareils auditifs. Si vous aviez un message à lancer? Déjà, recyclez vos appareils, ne les jetez pas pour ceux qui en ont, ils peuvent les déposer dans nos centres. Après, ces deux associations ont toujours besoin de fonds éventuellement, donc si jamais voilà, vous voulez faire des dons, vous pouvez pour ces deux associations. Et voilà, et je remercie encore une fois nos patients pour leurs généreux dons d'appareils qu'ils font chaque année depuis le début. Merci beaucoup en tout cas Laurence Roux-Victor, je le rappelle, audioprothésiste à Acoustica, et vous êtes d'ailleurs mécène également de l'association Audition Solidarité qui depuis 4 ans maintenant se rend chaque année en République dominicaine pour appareiller des enfants malentendants. Merci encore pour ce que vous faites. Avec plaisir, merci Harold. Et on part maintenant pour la deuxième opération J'entretiens ma santé, une occasion d'associer activité physique et découverte du littoral. Ça fait le plus grand bien à monsieur le président du conseil départemental, monsieur Losbar. Regardez. Nous sommes sur la plage des Amandiers à Sainte-Rose, dans le Nord Basse-Terre. C'est notre deuxième édition, deuxième marche santé et harmonisation avec l'environnement. Le territoire du Nord Basse-Terre, on sait très bien que c'est le territoire de haute qualité environnementale. Donc ce que nous voulons, c'est associer sport, associer santé et associer aussi découverte de notre environnement. Le sport sont en plein air en plus le dimanche matin. Il n'y a rien de mieux. En plus aujourd'hui, il a fait très très beau. Donc c'est très bon pour le cardio. En plus sur la plage, le sable et après un petit bain de mer, c'est parfait. Franchement, je ne regrette pas. Je suis une bonne marcheuse. J'ai trouvé un petit peu court le 5 km, mais bon, c'est pas grave. Mais ce sera à refaire et avec volontiers, sans problème. Mais je suis en meilleure forme qu'au départ. D'ailleurs, il s'étonne un peu. Mais c'est vrai, ça fait du bien. Comme j'ai dit, c'est pour associer sport, santé et découverte. Découvrir tout le littoral de Sainte-Rose, de Déhé-Sainte-Rose, c'était une bonne chose. Et j'ai senti que tous les participants étaient très contents de pouvoir respirer cet air frais et aussi en même temps marcher. Le président, c'est un grand danseur. Dès qu'il est avec moi, il danse, le président. Il n'a pas forcément le cardio qui suit, mais il danse. Je me sens en pleine forme. Et comme aujourd'hui, j'ai une journée très longue, j'ai une grillade, j'ai d'autres manifestations. Donc, voilà, c'est ça qu'il fallait. Et maintenant, c'est NBT, on met le président à l'eau. Et avant de se quitter, enfin avant de passer au sujet suivant, on a contacté donc Pascal Abattant qui est en direct de la réunion qui se tient entre les coureurs cyclistes et le comité régional. Allô Pascal? Mais aujourd'hui les gars, vous êtes la Guadeloupe, les jeunes coureurs présidents, ce que je te demande depuis le départ. Tu es un ancien coureur. Défendez tes gars cyclistes Guadeloupe, les gars. Dis non.
Les gars, ne faites pas chercher mon gars, oui, en bas soleil chaud là, 39, 38 degrés, nous commandons à 13h39, fait 158 km, et nous gagnons même prix des prix qui boucle de l'emploi. Je ne suis pas d'accord. Un. Deux, là on va rentrer vraiment dans la société. Pourquoi les 40% de Vichy en Guadeloupe? Nous goumez pour 40% de Vichy en Guadeloupe. Goumez pour qu'à deux églises Guadeloupe, c'est pour payer. Je suis en baisse de forme, ok, je l'entends. C'est bon là? J'ai pas. Qu'est-ce que. Alors, comme j'ai pas de résultat, pourquoi j'ai un intérêt à aller me battre pour monter les prix pour les gars? Mais c'est un travail. On dit bon, monsieur, on va travailler. On dit sponsor privé. On dit même Est-ce que Pascal nous reçoit? Oui. Ah, Pascal. Alors, dis-nous tout, Pascal. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On voit qu'effectivement, Boris Karen a l'air assez remonté. Oui, voilà, tout à fait, puisque c'est la réunion a commencé. Oui, nous sommes en direct avec Paulin Kouchi. Alors, bonsoir à tous, bonsoir Harold. Juste pour vous dire que cette réunion a pris naissance du côté de Pointe-Noire lors de la 3e manche du conseil départemental où plusieurs revendications ont été citées face au président actuel du comité régional des îles de Guadeloupe, Frédéric Théobald. Et cette réunion a été justement actée et le conseil d'administration a été convié de la part de Joanne Wifin-Karseli, qui est présidente de ce collectif des coureurs guadeloupéens. Donc, juste pour vous donner quelques points, notamment un point que les coureurs, justement, sont en train de débattre. On a vu, on a entendu aussi comment Boris Karen était très remonté par rapport à ça. Et surtout, Joanne Wifin qui a lancé vraiment un cri d'alarme en disant, écoutez, vous aussi, les présidents de club, vous avez aussi vos mots à dire. Aujourd'hui, réforme avec les U19 qui étaient anciennement les juniors, qui évoluent, Harold, tenez-vous bien, avec les seniors. Donc, ce qui veut dire que c'est un développement très, très, très puissant quant à l'avenir des coureurs de 19 ans. Donc, ce sont ces questions comme ça que Joanne Wifin est en train de poser aussi. Il y a la revalorisation de la grille des prix. Très rapidement, avec un ancien coureur, Harold, si vous le permettez. Bien sûr, bien sûr. Paulin Kouchi, qui est sorti de la salle pour nous dire quelques mots. Alors, Paulin Kouchi, nous savons que monter en officier aussi, champion de la Guadeloupe, vous très remonter par rapport à tout ça. Oui, il n'y a pas de transparence. On peut regarder en ville et pour les discussions, parce que trop de bêtises à passer en cycliste Guadeloupe. Il y a les biomètres en l'ordre dans ça. Sans quoi, d'ici 2 ans, c'est pas bénéfique, parce que là, je ne vais pas courir des guettes. Et 150, 200 coureurs, en même catégorie junior, l'année 25, c'est que tu vas laisser des disquettes parce que quand nous les alors comment ces jeunes-là de fonctionnement président comité? Oui, c'est pour ça, à part ça, président de la France, il des élus, il des ministres. Mais si tout n'a pas fait travailler ensemble, après que fait, il faut que le monde qui n'a pas ni un biscuit en Guadeloupe, c'est eux qui ont un biscuit. Les anciens paniquent face à eux dans les cyclistes. Parce qu'il y a qu'à gêner, il y a qu'à gêner, et le monde qui est à la retraite, nous sommes au comité de en France, tout ancien cycliste sont comité, en fédération des cyclistes, à partir de l'EPC, mais comme il n'y a pas en place, c'est le monde qui va continuer à biscuit, c'est eux qui ont géré le cycliste en Guadeloupe, et ce qui soit déclin, jusqu'à l'inguéport. Ancienne gloire du cyclisme, Paulin Kouchi, très reconnu et surtout respecté ici, Harold Luce. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, donc le conseil d'administration a demandé à ce qu'on puisse laisser la parole à d'autres présidents, mais Joanne Wifin a insisté pour qu'il ait terminé tout ce qu'il a dit, tous les points de revendication. Ici, souvenez-vous, il y avait dans le 2e point de revendication la démission du président Frédéric Théobald du comité des îles de Guadeloupe. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore arrivés là, mais vous l'avez entendu, vous avez cette possibilité aussi sur le Facebook Live de Canada, de voir en direct ce qui se passe actuellement au conseil départemental à Guadeloupe. Merci beaucoup Pascal pour ce point, chers téléspectateurs. Vous l'avez entendu, Pascal Abattant est donc en direct sur notre Facebook de cette fameuse réunion entre le comité régional de cyclisme et les coureurs qui sont particulièrement remontés, notamment contre le président du CRC, Frédéric Théobald. Et on part maintenant pour la sélection du Top Model Europe Caraïbes. C'est une première édition en Guadeloupe et en tout cas, l'équipe ici de Top Model Europe Caraïbes a vraiment fait une très bonne sélection et un très bon travail. C'est une première. Nous avons la possibilité, nous, de diriger la Caraïbe dans ce concours-là et de trouver des modèles qui puissent après dignement nous représenter à l'image de Lorelai Durimel l'année dernière qui a remporté le concours sur 25 000 candidats à Bruxelles. Ça reste ma plus grande belle expérience, ma meilleure d'ailleurs. Et le fait de m'en souvenir tout le temps, le fait
fait de justement participer en tant que jury, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Et puis voilà. Et puis revoir aussi l'équipe de Top Model Europe Caraïbes qui m'a aidé justement à pouvoir venir ici. Parce que du coup, je suis logée en France maintenant pour pouvoir justement poursuivre ce rêve, donc le mannequinat. C'est une finale Caraïbe qui regroupe tous les départements comme la Martinique, la Guyane, Saint-Martin et la Guadeloupe en vue de ramener les meilleurs à Bruxelles lors de la finale internationale. L'idée est de pouvoir faciliter le chemin au milieu de la mode aux modèles qui sont issus aussi bien de Guadeloupe, de Saint-Martin, de Martinique et d'autres régions des Caraïbes, parce que le chemin, vous le savez, ici dans les îles, les régions qui sont plus lointaines de la métropole, c'est pas toujours facile. Et donc Top Model Europe a eu la chance de rencontrer Caraïbes Fondation qui s'est proposé de faire les castings sur place dans tous ces départements et de mettre en avant tous ces talents, toutes ces beautés qui sont ici dans vos îles. C'est beaucoup plus par rapport à la personnalité que certaines ont pu dégager lors du catwalk. Vous savez que dans la mode, la personnalité, c'est quelque chose de vraiment important. Et de voir vraiment qu'ils sont arrivés comme ça à pouvoir dégager ça avec un public et un jury à affronter, je suis vraiment sous le charme. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.